Le point de départ aujourd'hui, c'est une question qui, je l'avoue, peut un peu déranger. Ah oui, hein. Et si les fondations sur lesquelles on essaye tous de bâtir notre sécurité financière n'étaient en fait que des illusions? Hmm. Pire, et si tout le système était conçu pour nous faire perdre? C'est le postulat choc de Faux, le livre de Robert Kiyosaki. Que beaucoup connaissent, bien sûr, pour son best-seller mondial Père riche, Père pauvre. Exactement. Et là, il faut bien comprendre, il ne parle pas de petites erreurs ou de mauvais conseils financiers. Non, non. Sa thèse est beaucoup plus radicale. C'est-à-dire? Il avance que notre système économique moderne repose sur trois impostures massives. Lesquels? Il les nomme la fausse monnaie, les faux professeurs et les faux actifs. Et selon lui, ce ne sont pas des défauts du système, mais sa véritable raison d'être. Carrément sa raison d'être. Oui, Il serait conçu pour appauvrir méthodiquement les classes moyennes et les plus modestes, tout en concentrant la richesse dans les mains d'une toute petite élite. c'est une accusation qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur ces trois piliers. Notre but, ce n'est pas de dire s'il a raison ou tort, mais vraiment d'explorer ses idées. De comprendre la logique derrière. C'est ça, comprendre sa vision du monde et voir ce qu'elle peut nous apprendre sur notre propre rapport à l'argent. Parfait. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec ce premier pilier, la fausse monnaie. Tout part d'une anecdote personnelle de l'auteur. Oui, il raconte qu'en 1972, il est pilote au Vietnam. Et pendant ses permissions, il se met à acheter de l'or. Ce qui est assez inhabituel pour un jeune soldat, on est d'accord? Absolument. Mais cette démarche, en fait, elle est née d'un événement capital survenu juste un an avant, en 1971. Ah oui, le fameux. C'est ça. Le président américain Richard Nixon qui annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Pour Kiyosaki, c'est l'acte de naissance de la fausse monnaie. Explique-nous ça simplement. Avant 71, le dollar était adossé à l'or. Exactement. Chaque dollar en circulation était, du moins en théorie, échangeable contre une quantité fixe d'or que le gouvernement détenait. Le dollar avait une ancre dans le monde réel. Quelque chose de tangible. Voilà. Après 1971, le dollar, et donc la plupart des monnaies, n'est plus adossé à rien de physique. Sa valeur ne repose que sur une seule chose, la confiance. La confiance qu'on place dans le gouvernement qui l'émet. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Du latin fiducia, la confiance. C'est exactement ça. D'accord. Mais en pratique, pour les gens, ça change quoi? On paie toujours nos courses avec. Ça change tout selon le livre. Une monnaie qui n'est adossée à rien de tangible peut être créée à l'infini. La fameuse planche à billets. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on entend parler d'injection de liquidité par les banques centrales, c'est ça. Et cette création massive d'argent, elle a une conséquence directe. L'inflation. La valeur de chaque euro, de chaque dollar, diminue. Et c'est ce qui l'amène à sa conclusion la plus provocatrice. La plus célèbre, oui. Les épargnants sont des perdants. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais l'explication derrière est fascinante. L'idée, c'est que chaque euro qu'on met de côté sur un livret d'épargne, il perd un peu de son pouvoir d'achat chaque jour. Oui, on a l'impression d'être prudent. Alors qu'en réalité, notre argent fond comme nage au soleil. Exactement. Et le livre retourne complètement la perspective. Pendant que l'épargnant voit la valeur de son argent s'éroder, celui qui s'endette intelligemment Pour acheter des actifs réels, comme de l'immobilier locatif par exemple. est en fait avantagé par l'inflation. La valeur de son bien augmente, alors que le poids de sa dette, lui, diminue en valeur réelle. C'est un renversement total de la sagesse populaire. C'est clair. C'est pour ça qu'il oppose cette fausse monnaie à ce qu'il appelle l'argent de Dieu. L'or et l'argent métal. Pour lui, ce sont les seules vraies monnaies. Leur valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de la promesse d'un État. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste aujourd'hui? On peut imaginer un retour à l'étalon or? Ou c'est plus une critique symbolique pour nous faire réfléchir? C'est sans doute un peu des deux. Au-delà de l'idée d'acheter de l'or, le propos est surtout de nous forcer à nous demander qu'est-ce qui a une valeur réelle et durable. D'accord. Et pour ça, le livre s'appuie sur les travaux d'un penseur, R. Buckminster Fuller, et son concept de GING. C'est Ginge? un acronyme, Gross Universal Cash Heist. On pourrait traduire par grossière escroquerie à l'échelle mondiale. C'est direct. Très direct. Pour Kiyosaki, ce système de fausse monnaie, ce n'est pas un bug, c'est sa fonction. Un mécanisme discret, légal, qui transfère la richesse de la majorité vers une minorité. Une minorité qui comprend les règles du jeu. C'est ça. Si le système monétaire est une escroquerie, comme le dit le livre, pourquoi est-ce que si peu de gens s'en rendent compte? Et ça nous amène directement au cœur de son deuxième pilier, les faux professeurs.
La question qu'il pose est toute simple, au fond. Qu'est-ce qu'on nous a appris sur l'argent à l'école? Et pour la grande majorité d'entre nous, la réponse est absolument rien. Rien du tout. Le livre dénonce un système éducatif qui forme d'excellents employés, des gens qui savent suivre des instructions, mais pas des entrepreneurs ou des investisseurs. On nous apprend à travailler dur pour de l'argent. Mais jamais à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Pire encore, le système pousse les jeunes à s'endetter massivement pour leurs études. Attendez, le livre mentionne des chiffres pour les États-Unis qui sont ahurissants. Plus d'1,2 trillion de dollars de dette étudiante. C'est colossal. Et il précise que cette dette est l'un des principaux actifs financiers du gouvernement. Il qualifie ça d'extorsion. C'est une vision très cynique. C'est une vision très critique, en effet. Elle met en lumière une contradiction fondamentale. Le système scolaire nous dit « faites des études pour réussir, même si ça veut dire s'endetter lourdement ». Oui, Mais il ne nous donne aucun outil pour gérer cet argent, pour le faire fructifier. Le livre insiste sur une distinction capitale entre l'apprentissage passif de l'école écouter un cours, mémoriser des faits. et l'apprentissage actif, celui du monde réel. Et l'apprentissage actif, lui, se fait par la simulation, par la pratique et surtout par l'erreur. C'est ça qui l'a poussé à créer son jeu de société Cashflow, pour permettre aux gens de faire des erreurs, mais sans risquer leur propre argent. Précisément, l'école nous apprend que faire une erreur, c'est la pire des choses. C'est sanctionné par une mauvaise note. Et que coopérer, c'est tricher. Exactement. Puis on arrive dans le monde professionnel et on découvre que c'est tout l'inverse. Le succès vient de la prise de risque, de la capacité à apprendre de ses échecs et du travail d'équipe. Il y a un décalage complet. Un décalage total. Et le livre soutient que c'est ce décalage qui maintient les gens dans la rat race, ce cercle vicieux du métro-boulot-dodo où l'on travaille juste assez pour payer ses factures. Donc en gros, on nous forme avec un mode d'emploi qui est complètement obsolète pour le monde dans lequel on vit. C'est une idée assez déprimante en fait. Ou un appel à l'action. Et cette formation inadaptée, ce move le mode d'emploi, il nous conduit tout droit à la troisième et peut-être la plus explosive des impostures que dénonce le livre. Et laquelle? Notre incapacité à distinguer les vrais actifs des faux. Et là, on en arrive à sa phrase la plus connue, celle qui a fait couler tellement d'encre. Votre maison n'est pas un actif. Ah, celle-là. C'est probablement son idée la plus contre-intuitive. Des générations entières ont bâti leur patrimoine sur l'achat de leur résidence principale. Comment est-ce qu'il justifie ça? Il la justifie avec une définition d'une simplicité désarmante. Pour Kiyosaki, toute la complexité financière, c'est juste un écran de fumée. Sa règle est binaire. Un actif Et quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. et un passif, Et quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. C'est tout. c'est radicalement simple. Et selon cette définition, une résidence principale est un passif. Car chaque mois, elle génère des sorties d'argent. Le remboursement du crédit, les impôts fonciers, l'entretien, les charges. L'argent sort de notre poche et va dans celle de la banque, de l'État, des entreprises. Je vois la logique. Le livre illustre ça avec des schémas de flux de trésorerie, de cash flow. Pour la classe moyenne, le schéma est simple. Le salaire rentre et il ressort presque immédiatement pour payer les passifs. Et pour les riches? À l'opposé, le schéma des riches montre que l'argent est d'abord dirigé vers la colonne des actifs, des entreprises, de l'immobilier locatif, des actions à dividendes. Des choses qui génèrent de l'argent. Exactement. Et ces actifs génèrent alors un nouveau revenu, qui est lui-même réinvesti pour acheter d'autres actifs. C'est une boucle vertueuse. L'argent travaille pour eux. Et il va même jusqu'à classer les plans d'épargne retraite traditionnels, comme le PER en France ou l'assurance vie, dans la catégorie des faux actifs. Pourquoi? Parce que, selon sa vision, l'argent que l'on y place est hors de notre contrôle. Il est géré par des institutions financières qui prélèvent des frais. Sa performance est liée aux aléas des marchés, qu'on ne maîtrise pas. Et on est fiscalisé quand on le récupère. Voilà. Pour lui, un vrai actif, c'est quelque chose qu'on contrôle directement et qui génère un revenu régulier, ici et maintenant. Cette idée de faux actifs, qui a l'air sûr mais qui ne l'est pas, comment ça s'applique à l'échelle de toute l'économie? Le livre fait un lien très fort avec la crise de 2008. C'est l'illustration parfaite de sa thèse, mais à une échelle mondiale. La crise de 2008, ce n'était pas un simple crash immobilier, elle a été causée par l'effondrement de ces faux actifs. C'est-à-dire? Des millions de prêts immobiliers, beaucoup étaient très risqués, les fameux subprimes, ont été regroupés,
titrisés et vendus à des investisseurs du monde entier comme étant des produits financiers sûrs, notés AAA, C'était un actif en apparence solide. mais qui cachaient un passif complètement pourri. Et c'est là qu'interviennent ces produits financiers au nom barbare, les swaps sur surveillance de crédit. Exactement. Pour faire très simple, imaginez que ces swaps sont des polices d'assurance sur ces paquets de prêts. Des banquiers se sont mis à parier sur ces assurances en vendant des polices sur des prêts qu'ils ne possédaient même pas. Un château de cartes. Un château de cartes de paris financiers basé sur un faux actif de départ. Quand les gens n'ont plus pu rembourser leurs prêts, tout le système s'est effondré. Warren Buffett les avait qualifiés à l'époque d'armes de destruction massive financière, Et le livre affirme que tout ça a été créé par une élite financière. qui s'est enrichie en transférant tout le risque au grand public et aux États. C'est là qu'intervient ce proverbe chinois que l'auteur cite: On ne peut pas pêcher un poisson en eau claire. Le système est rendu volontairement complexe, opaque, comme une eau trouble. Pour que le poisson, c'est-à-dire nous, ne comprenne pas ce qui se passe et se fasse attraper. L'éducation financière, ce serait donc apprendre à voir clair dans cette eau trouble. C'est toute l'idée. Apprendre à lire les chiffres, à comprendre les flux d'argent, à déceler où se cachent les vrais actifs et où sont les pièges des faux. Finalement, quand on met les 3 pièces du puzzle ensemble, la monnaie qui perd de sa valeur, un système éducatif qui nous maintient dans l'ignorance et des produits financiers conçus pour nous tromper, on obtient un tableau assez sombre. Sombre, mais qui a sa propre logique. Faux est un véritable appel à se réveiller. C'est un appel à prendre en main sa propre éducation financière. C'est peut-être ça l'enseignement le plus direct du livre. Oui, il ne s'agit pas d'apprendre des formules complexes, mais vraiment d'opérer un changement radical de perspective. Et la première étape, c'est de commencer à questionner la sagesse conventionnelle qu'on nous répète depuis toujours. Le fameux « va à l'école, trouve un bon travail, épargne, achète ta maison et investis en bourse pour ta retraite ». C'est exactement ce chemin-là qu'il nous invite à remettre en question. Le livre nous invite en fait à un exercice très simple. Prendre une feuille et analyser nos propres finances avec cette grille de lecture binaire, actif ou passif. Oui, Cet argent qui sort de ma poche chaque mois, où va-t-il exactement? Et surtout, qui enrichit-il en fin de compte? C'est un exercice qui peut être très très révélateur. absolument. Et au-delà de cet exercice personnel, le livre martèle l'importance de trouver de vrais mentors, des vrais professeurs. Pas des théoriciens, mais des gens qui ont une expérience pratique du monde des affaires, de l'investissement, et d'apprendre d'eux. Remplacer l'apprentissage passif par un apprentissage actif et continu. C'est ça l'idée. Au final, le livre nous laisse avec une réflexion vraiment profonde. Dans ce monde qu'il décrit comme rempli d'illusions, l'actif le plus précieux qu'on puisse construire, ce n'est pas un portefeuille d'actions ou un bien immobilier, c'est notre propre intelligence financière. Et ça soulève une question essentielle pour quiconque termine cette lecture. Dans ce grand jeu économique, quel rôle est-ce que je joue en ce moment? Est-ce que je suis une simple pièce sur l'échiquier qui subit les règles fixées par d'autres? Ou est-ce que je suis le joueur, celui qui comprend ces règles et les utilise à son avantage? Une question fondamentale. Et surtout, que faudrait-il que je change dès aujourd'hui pour commencer à changer de rôle?